Et si ce que vous pensiez savoir sur l'affaire des enfants de la Creuse n'était qu'une partie de la vérité? À partir des années 60, plus de 2000 enfants réunionnais sont envoyés de force dans l'Hexagone, principalement dans les zones rurales. Certains parlent d'enlèvement, de politique criminelle, voire de déportation. Le sujet a tellement fait couler d'encre que l'Assemblée nationale a fini par reconnaître en 2014 la responsabilité morale de l'État. Une commission d'historiens, à savoir Wilfried Bertil, Prosper Eb, Gilles Gauvin et Philippe Vital, ont alors été mandatés pour faire la lumière sur cette affaire. Et leur enquête a donné naissance à un rapport de 690 pages. Donc ce rapport n'étant pas facilement accessible au grand public, les historiens ont aussi décidé de sortir 7 ouvrages, donc Les enfants de la Creuse, idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France. C'est donc principalement sur ce travail que je m'appuie pour faire cette série de vidéos, donc le but étant de vous apporter un éclairage nouveau avec des éléments qui sont souvent absents des débats publics. Car en laissant les émotions envahir nos discours, on oublie parfois que l'histoire est faite de zones grises, de contextes et de choix politiques complexes. Si vous le voulez bien, nous allons donc discuter de cette affaire en 3 temps. Donc 1. Quelles sont les motivations réelles derrière cette politique migratoire? 2. Quelles sont les idées reçues que nous avons sur sa mise en œuvre? Et enfin 3. Que sont devenus les ex-mineurs concernés et comment aujourd'hui perçoivent-ils cette transplantation? Je vous remercie donc par avance d'écouter ce contenu avec recul et bienveillance. Commençons donc cette première partie en s'intéressant aux vrais objectifs de cette politique migratoire. On entend souvent que des enfants réunionnais ont été déplacés pour repeupler les campagnes françaises et servir de main-d'œuvre afin de redresser l'économie du pays. C'est d'ailleurs le discours officiel des gouvernements de l'époque. Mais en replaçant cette affaire dans le contexte des années 60, ce récit ne tient plus vraiment la route. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, la France doit se reconstruire, sa population a fortement diminué et la priorité est de relancer l'économie. En parallèle, le monde est en pleine guerre froide. D'un côté, le bloc occidental redoute la montée du communisme, de l'autre, des pays en développement connaissent une explosion démographique. En Chine et en Inde, on met notamment en place des politiques de contrôle des naissances pour contenir ce phénomène. Quant à la Réunion qui vient de devenir un département français, on assiste aussi au même phénomène, à savoir une forte croissance démographique, mais aussi une pauvreté toujours aussi présente. Et dans un contexte de guerre froide, ce surpeuplement est aussi considéré comme une menace, car la précarité qu'il engendre favorise les idées communistes et indépendantistes. Les autorités craignent un véritable raz-de-marée démographique et une catastrophe sociale sans précédent. Pour vous dire, on a recensé des cas d'avortements illégaux dans certaines cliniques, parfois même sans le consentement des intéressés. C'est donc dans ce climat de peur et de tension que s'inscrit cette politique migratoire des enfants de la Creuse et plusieurs éléments viennent confirmer cette hypothèse. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que des Réunionnais sont envoyés loin de leur île pour tenter de réduire la pauvreté dans un contexte de surpopulation. Dans les années 1950, une première opération est lancée, elle cible les familles pauvres et marginalisées des petits blancs des hauts de l'île. Ainsi, plus de 180 familles sont envoyées à Madagascar, dans la région de la Sakaï, pour y fonder une colonie agricole. L'idée était de les installer dans des conditions supposément meilleures tout en allégeant la pression démographique dans les hauts de la Réunion. Ce projet est mené par le Bureau pour le développement de la production agricole, le BDPA. Et ce même BDPA, dans la même logique, organise en 1962 le premier départ de mineurs vers la métropole. C'est donc 135 enfants qui quittent ainsi l'île et cela bien avant le début des transferts massifs vers la Creuse. Mais le BDPA dépend du ministère de la Coopération et n'a pas les moyens d'organiser un tel dispositif à grande échelle. C'est pour cette raison qu'est créé le Bumidum le 26 avril 1963, une société d'État dont l'objectif est clair, faciliter le départ des ultramarins vers la métropole. C'est dans ce cadre que s'organise la grande vague de migration qui concerne des milliers de personnes, dont les demi-enfants réunionnais qui sont aujourd'hui connus sous le nom des enfants de la Creuse. Par ailleurs, on attribue souvent cette politique à Michel Debré, mais en réalité, il est élu à la Réunion 1 mois après la création du Bumidum. Ce n'est donc pas lui qui initie cette politique migratoire, bien que son rôle est loin d'être anecdotique puisque dès son élection, Debré devient un fervent défenseur de cette politique qu'il va intensifier et soutenir activement. Mais il est important de comprendre que les idées qui ont conduit à ces départs existaient déjà avant son arrivée, elles sont le reflet d'une peur plus ancienne, celle de voir l'île sombrer sous le poids de sa démographie galopante. Mais on entend souvent dire que l'objectif de ces transferts d'enfants réunionnais était de fournir de la main-d'œuvre à l'économie française. C'est vrai que la France, encore marquée par les pertes humaines des 2 guerres mondiales et par une natalité longtemps en berne, manquait cruellement de bras pour soutenir sa croissance. Pour combler ce déficit, elle fait alors appel à des travailleurs venus d'Europe ou de ses anciennes colonies, mais l'intégration de ces populations s'avère compliquée, les autorités
décide alors de regarder vers les outre-mer, espérant trouver une main-d'œuvre plus facilement assimilable. Mais ici, il faut nuancer, car même si la France voyait un intérêt dans l'arrivée de ces jeunes réunionnais sur son territoire, eh bien les chiffres montrent en fait une énorme disproportion entre ces migrants et les autres groupes de travailleurs étrangers. Prenons l'année 1966, où l'Office national de l'immigration fait venir plus de 185 000 travailleurs étrangers, auxquels s'ajoutent un peu plus de 25 500 Algériens. À titre de comparaison, le Bumidum n'enregistre que 7 611 départs vers la métropole, dont 1897 réunionnais. Dans ce contexte, l'envoi de mineurs réunionnais ne représente qu'une infime partie de cet apport de main-d'œuvre. C'est pourquoi dire que cette politique avait pour objectif de relancer l'économie française n'a dans les faits pas vraiment de cohérence. Mais si encore cette idée reçue pouvait quelque part se comprendre, et bien dire que cette politique avait pour objectif de repeupler les campagnes françaises relève en revanche du mythe, selon les auteurs. En effet, à cette époque, la France est en pleine transformation, les grandes villes et particulièrement Paris sont en plein essor, alors que les campagnes restent à la traîne, marquées par des conditions de vie précaires et un exode rural massif. C'est dans ce contexte qu'émerge ce qu'on appelle la diagonale du vide, une vaste zone de faible densité démographique s'étendant du nord-est au sud-ouest du pays. Et en 1947, Jean-François Gravé publie son ouvrage Choc, Paris et le désert français, où il dénonce le déséquilibre flagrant entre la capitale et le reste du pays. Son livre crée un véritable électrochoc et ouvre le débat sur la nécessité de revitaliser la province. Il est donc facile a posteriori d'associer le déplacement des mineurs réunionnais avec ce discours de repeuplement des campagnes, mais les faits ne collent pas vraiment à cette théorie. En réalité, la répartition des enfants réunionnais ne suit pas du tout cette logique de revitalisation des campagnes. Ces enfants sont envoyés là où des places sont disponibles, là où il y a des institutions d'accueil, des familles adoptantes ou des familles d'accueil, sans que cela réponde à une quelconque stratégie de repeuplement rural. D'ailleurs, les mineurs n'ont pas seulement été envoyés en zone rurale, des zones touristiques ou urbanisées en ont aussi été destinataires comme Paris, la Provence, le Languedoc-Roussillon, sans oublier la Bretagne et la Loire-Atlantique. Si l'objectif avait été véritablement de repeupler ces campagnes délaissées, le nombre de mineurs déplacés reste dérisoire, quelques dizaines ou centaines d'enfants par an dans des dizaines de départements. Même en y ajoutant les travailleurs du Bumidum, l'impact démographique reste insignifiant. Ainsi, cette logique de repeuplement ne tient pas selon les auteurs du livre. Et quant à l'argument du bien-être des enfants qui est souvent avancé pour justifier leur déplacement vers la métropole, peut-on vraiment parler de bien-être dans ces conditions? En 1961, une étude sociale portant sur des mineurs réunionnais accueillis en France révèle que la majorité de ces enfants sont en situation de carence affective grave. Ils sont nés de parents divorcés ou séparés, de filles mères, de parents décédés ou inconnus. Et si en étant pris en charge par l'État, ces enfants voient effectivement leurs besoins matériels couverts, sur le plan affectif, en revanche, les carences sont exacerbées par les placements. Moins de liberté, plus de discipline et parfois des victimes témoignent d'abus dans certaines institutions. Pour les enfants transplantés en métropole, le dépaysement est brutal. Nouvelle langue, nouveau climat, nouveau visage et souvent le racisme vient s'ajouter à ce choc culturel. Certes, la Réunion était marquée par la misère, mais là-bas, les enfants restaient entourés de leur environnement familier, de leur paysage et de leurs proches. On peut se demander pourquoi ne pas avoir simplement développé ces structures d'accueil directement sur l'île au lieu de les expatrier à des milliers de kilomètres, ce qui a d'ailleurs été fait progressivement. À cela, les partisans de ces placements répondaient que la métropole offrait plus d'opportunités d'insertion sociale et professionnelle que la Réunion, d'où cette décision. Cependant, qu'en est-il de la mise en œuvre de cette politique migratoire? Peut-on parler de déportation ou de vol d'enfants? Et y a-t-il eu une volonté de mentir aux familles réunionnaises ou de dissimuler cette affaire? Le retentissement médiatique de l'affaire des enfants de la Creuse débute véritablement en 2002. Cette année-là, Jean-Jacques Martial, un Réunionnais déplacé dans la Creuse à l'âge de 6 ans, porte plainte contre l'État. Il réclame 1 milliard d'euros pour enlèvement et séquestration de mineurs, rafles et déportation. C'est à ce moment-là que le mot déportation apparaît pour la première fois dans le débat public. Les médias s'en emparent et le récit prend de l'ampleur. On parle de milliers d'enfants déplacés, ce qui est exact puisque le chiffre officiel de la commission de recherche est de 2015 mineurs répartis dans 83 départements français. Mais replacé dans le contexte, ce nombre est relativement modeste. En effet, ces enfants ne représentent que 3,25% de l'émigration organisée par le Bumidum. Et même à l'échelle nationale, ils ne constituent qu'une infime partie des mineurs déplacés en France. Pour rappel, entre le début des années 1860 et le début de la Seconde Guerre mondiale, l'assistance publique de Paris a transféré 250 000 enfants vers les campagnes françaises. À l'échelle internationale, le contraste est encore plus flagrant. En Australie, la Stolen Generation a concerné 50 000 enfants aborigènes enlevés à leur famille entre 1870 et 1960. Autrement dit, si l'on
regarde uniquement les chiffres, les enfants de la Creuse ne représentent pas une vague massive de déplacements. On n'a pas vidé la Réunion de sa jeunesse, ni repeuplé les campagnes françaises, on n'a pas non plus relancé l'économie nationale avec le déplacement de 2015 enfants sur plus de 20 ans. Mais derrière ces statistiques, il y a bien des vies brisées, des identités perdues et des traumatismes qui sont bien réels. On peut donc bien sûr se demander si un enfant ce n'est pas déjà trop. Pourtant, il y a bien un moment où le mot déportation est utilisé officiellement. En 1975, le directeur général de la santé écrit à Michel Debré, alors préfet de la Réunion, pour demander de mettre fin à la déportation d'enfants réunionnais. Et dans cette lettre, le mot déportation est entre guillemets. Or, pour Debré, résistant de la Seconde Guerre mondiale et petit-fils de rabbin, ce terme a une connotation très lourde. Celui-ci réagit au quart de tour, mais le directeur s'explique. Dans le milieu de la pédopsychiatrie, le terme déportation a un sens bien précis, lié aux travaux de Myriam David, une pédopsychiatre française et survivante de la Shoah. Myriam David utilise ce mot pour dénoncer la situation des enfants placés dans les campagnes françaises dans les années 50, arrachés à leur famille, déplacés sans consentement. Donc dans ce contexte spécifiquement, ces termes ne renvoient pas à un crime de masse, mais une réalité vécue par des enfants déracinés, isolés et souvent maltraités. Mais pour les Réunionnais déplacés, utiliser ces termes, c'est aussi exprimer leur douleur, rendre visible leur souffrance et s'associer à des mouvements collectifs reconnus par la société, comme l'esclavage ou la Shoah. Et l'opinion publique s'en empare, parfois par méconnaissance, parfois pour faire le buzz ou encore pour rattacher cette affaire à un crime contre l'humanité. Cette visibilité médiatique aura eu tout de même un effet concret. Les plaintes des enfants de la Creuse, longtemps rejetées par la justice, seront enfin réexaminées. Un autre aspect particulièrement sensible de l'affaire des enfants de la Creuse, c'est ce sentiment encore vivace aujourd'hui d'avoir été victime d'un vol d'enfants. En effet, il ne s'agissait pas uniquement d'enfants orphelins. Quand on se penche sur la situation sociale des mineurs déplacés, on constate que beaucoup vivaient encore avec leur famille. Mais ces familles étaient souvent marquées par des situations de grande précarité, alcoolisme, violence conjugale ou encore jeunes mères célibataires et mineurs jugées incapables de s'occuper de leurs enfants. C'est pourquoi à la fin des années 50, les services sociaux commencent à s'immiscer dans ces foyers réunionnais. Ils évaluent, alors parfois de manière arbitraire, si un enfant est en danger dans son environnement familial. Et pour les parents, cette décision souvent incomprise et non expliquée est perçue comme un véritable enlèvement. À cela s'ajoutent les mémoires douloureuses de l'esclavage, où des enfants étaient arrachés à leur mère pour être vendus ou déplacés. Mais ce sentiment de manipulation vient aussi des méthodes utilisées par les autorités pour convaincre ou rassurer les familles. Prenons un exemple concret, les formulaires administratifs que les parents devaient signer pour autoriser le départ de leurs enfants. Certains de ces documents stipulaient la notion de séjour en métropole. Or, un séjour implique logiquement un retour. Mais pour beaucoup d'enfants, ce retour n'aura jamais lieu. Les assistantes sociales, quant à elles, promettaient aux familles un avenir meilleur en métropole. Alors de là à dire qu'on promettait aux parents que leurs enfants allaient devenir médecins ou ingénieurs, c'est peut-être exagéré, mais il y a bien eu une volonté de maquiller la réalité aux familles réunionnaises. En fin de compte, les témoignages des victimes ou des familles qui parlent de mensonges et de manipulations ne sont pas dénués de fondement, bien qu'il y ait des passages exagérés. Il y a bien eu des dispositifs trompeurs, des promesses non tenues et des discours enjôleurs qui ont contribué à créer ce sentiment d'avoir été trompé et arraché à sa terre natale. Mais les soupçons de mensonges et de falsification prennent une tournure encore plus dramatique lorsque certains ex-mineurs réunionnais, en tentant de retracer leur histoire, découvrent que leur dossier d'adoption est incomplet, ou pire, que leurs noms et prénoms ont été modifiés. Cela alimente l'idée que les autorités auraient effacé volontairement les traces pour masquer un vol d'enfants. Mais si l'on se penche sur les faits, ces lacunes dans les dossiers trouvent des explications moins spectaculaires mais tout aussi graves. D'abord, à cette époque, la Réunion n'a pas encore une véritable culture de l'archive, les documents administratifs sont mal conservés, parfois égarés ou détruits. Mais il y a plus. À l'échelle nationale, jusqu'en 1978, les dossiers d'adoption ne sont pas conçus pour être consultés par les intéressés eux-mêmes. À savoir que l'administration n'est pas tenue de préserver ces informations dans le but de les transmettre plus tard. Mais si on peut expliquer ces lacunes dans les dossiers, d'où viennent ces fausses identités attribuées à certains mineurs? La réponse se trouverait en fait dans l'utilisation abusive de l'article 58 du Code civil. Cet article permet à la DDSS de créer un état civil provisoire pour les enfants trouvés ou nés sous X, à savoir dont la mère a choisi d'accoucher anonymement. Pour ces enfants, on attribue un nouveau nom et une nouvelle commune de naissance afin de préserver le secret. Mais ce dispositif a été détourné par certaines administrations qui, par habitude ou négligence, ont appliqué ce même protocole à d'autres enfants proposés à l'adoption, même s'ils n'étaient pas nés sous X. Résultat, des enfants déplacés de la Réunion, mais aussi d'autres régions de France, se retrouvent avec une identité fictive rendant extrêmement difficile toute recherche sur leurs origines. Aujourd'hui encore, ces personnes continuent de se battre pour retrouver leur identité d'origine, une lutte éprouvante qui vient s'ajouter à celle du déracinement initial. Mais si nous faisons, il est vrai, quelques confusions sur la mise en œuvre de cette politique, qu'en est-il du sort des enfants de la Creuse une fois les transferts effectués? Ont-ils été victimes d'un esclavagisme déguisé? Sont-ils tous unanimes dans cette affaire à vouloir condamner un État colonial?
coloniale. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, est-ce si évident qu'il s'agit là d'une politique colonialiste? Imaginez débarquer enfant dans une ferme isolée de la métropole, loin de tout ce que vous avez connu, arraché à votre île natale. Pour beaucoup d'enfants de la Creuse, c'est ce qu'a été leur quotidien. Et dans cette réalité brutale, une image persiste encore aujourd'hui. Les fermiers qui les accueillaient étaient des esclavagistes. Mais est-ce vraiment le cas? Pour comprendre cette perception, il faut tout d'abord remettre les choses dans leur contexte. En France métropolitaine, tout au long des 19 et 20e siècles, le sort des enfants relevant de l'assistance publique était souvent dramatique. Articles de presse, rapports officiels, tous décrivent un enfer quotidien pour ces mineurs, qu'ils soient réunionnais ou non. Les enfants confiés à des familles rurales étaient corvéables à merci, travaillant dur aux côtés des enfants biologiques des fermiers, parfois sans distinction. Dans ce contexte, certains fermiers ont effectivement profiter de cette main-d'œuvre gratuite. Mais ce tableau sombre ne représente pas la totalité des situations. Certains fermiers ont accueilli ces enfants comme les leurs, essayant de leur donner un cadre stable, malgré leurs propres conditions précaires. Et d'ailleurs, tous les enfants n'ont pas été placés dans des fermes. Certains ont travaillé dans l'hôtellerie ou dans la restauration, par exemple. Assimiler l'ensemble des habitants de la Creuse comme des esclavagistes est donc une généralisation réductrice. Le discours des enfants de la Creuse est souvent marqué par des profondes souffrances. Mais ces récits ne doivent pas éclipser la diversité des situations vécues. Tous n'ont pas été exploités, tous n'ont pas été maltraités, mais pour ceux qui ont subi ces abus, la blessure reste encore ouverte. Une autre perception que l'on a autour des enfants de la Creuse, c'est l'idée qu'une fois arrivés en métropole, tous finiront dans la dépression, dans la rue ou dans les institutions psychiatriques. En réalité, il est impossible de dresser un portrait global de leur parcours. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune étude systématique sur leur insertion sociale, économique ou culturelle. Et ce flou s'explique aussi par le fait que beaucoup de ces ex-mineurs ignorent eux-mêmes avoir été concernés par ces placements forcés. En fait, ceux qui s'expriment publiquement sont très peu nombreux. On parle ici de quelques dizaines de personnes alors que moins de 200 enfants ont été identifiés parmi les 2015 mineurs déplacés. Et parmi eux, ce sont surtout les récits de ceux qui ont souffert le plus qui sont mis en avant. Ceux qui ont sombré dans la clochardisation, ceux qui ont été hospitalisés pour des troubles psychiatriques, ceux qui ont subi des abus. Ces témoignages marquent les esprits et donnent une image uniforme de la tragédie des enfants de la Creuse, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. En fait, la majorité des enfants de la Creuse ont tant bien que mal réussi à s'intégrer dans la société française. Certains ont mené des vies très modestes, enchaînant les petits boulots et vivant à la marge, quand d'autres ont gravi les échelons sociaux comme un transplanté devenu directeur territorial. En 2001, le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse, une association créée par d'anciens enfants de la Creuse, considère même que la transplantation a été une chance, une réussite. Ce point de vue contraste donc énormément avec les récits de souffrance, mais il existe bel et bien. Il nous rappelle que la population des enfants de la Creuse est bien plus hétérogène qu'on ne le pense. Elle inclut des personnes socialement intégrées, donc mariées ou en couple avec des métropolitains, mais aussi des personnes en grande difficulté, encore aujourd'hui en quête d'identité. Enfin, la question de savoir si la transplantation des mineurs réunionnais relève d'une politique colonialiste est bien plus complexe et subtile qu'il n'y paraît. D'un côté, le transfert des enfants de la Réunion vers les campagnes françaises s'inscrit dans une longue tradition d'assistance publique. Entre 1860 et 1940, près de 250 000 enfants de l'assistance publique de Paris ont été envoyés à la campagne, souvent dans des conditions de vie difficiles marquées par des maltraitances et des traumatismes. Dans cette perspective, le transfert des enfants réunionnais peut apparaître comme une continuité de cette défaillance nationale. Mais d'un autre côté, l'affaire des enfants de la Creuse se déroule dans un contexte bien particulier. Après la Seconde Guerre mondiale, les flux migratoires s'inversent. Ce ne sont plus seulement les colons qui partent vers les colonies, mais également des populations issues des territoires d'outre-mer qui migrent vers la métropole. Ces mouvements, souvent encadrés par des politiques comme le Bumidum, portent évidemment la marque du passé colonial. Dans ce contexte, le transfert des enfants de la Creuse prend alors une dimension particulière. Car contrairement à leurs homologues métropolitains, ils subissent non seulement des violences et des discriminations liées à leurs conditions d'enfants pauvres, mais également à leur couleur de peau et à leur statut d'insulaire. C'est pourquoi certains n'hésitent donc pas à qualifier cette politique de colonialisme déguisé, une tentative de maintenir les structures sociales héritées de la colonisation tout en prétendant agir pour le bien-être des enfants. De plus, cette logique paternaliste, justifiée par le devoir de sauver ces enfants de la misère, rappelle les discours sur la mission civilisatrice des politiques coloniales. C'est donc ici que réside toute la complexité du débat. D'un côté, le transfert des enfants réunionnais s'inscrit dans une continuité des politiques nationales de placement qui présentent les mêmes défaillances, peu importe le territoire et l'origine ethnique. Et de l'autre, le contexte post-colonial transforme ces pratiques en un acte potentiellement colonialiste où cette fois-ci, l'origine ethnique devient un facteur de différenciation et de stigmatisation. Pour conclure cette série sur les enfants de la Creuse, nous avons vu qu'il était essentiel de prendre du recul et de replacer cette histoire dans sa complexité globale. L'image que l'on a provient essentiellement de la presse et des médias qui eux-mêmes relaient le même narratif, celui qui fait le plus souvent polémique, mais qui ne représente en fait qu'une partie du puzzle. Si les souffrances et traumatismes
traumatismes endurés par ces enfants réunionnais sont bien réels, les jugements et les interprétations que l'on en fait peuvent cependant être questionnés. Car si certains faits sont bien réels, d'autres sont exagérés. Et si certains faits relèvent d'un caractère colonial spécifique aux enfants réunionnais, d'autres relèvent d'une politique de placement défaillante à l'échelle nationale. Et si certaines victimes dénoncent avec fermeté cette affaire, d'autres la considèrent plutôt comme une chance, quand la plupart des victimes ignorent en fait même qu'elles sont concernées. Bref, j'espère avoir pu vous offrir un nouvel éclairage sur cette affaire. J'ai essayé de faire de mon mieux, en sachant que c'est un sujet, j'en suis conscient, très polémique. Le but, encore une fois, n'est pas de légitimer ce qui s'est passé, car ces transferts d'enfants sont indéniablement scandaleux. Mais je pense personnellement qu'il est important dans notre démarche de se rapprocher au mieux de la vérité pour éviter de tomber dans le piège de nos propres idées reçues et ainsi favoriser un environnement propice au dialogue. Si vous avez suivi jusqu'au bout, je vous en remercie. Cependant, il est clair qu'avec les nouvelles générations qui se posent de plus en plus de questions et qui cherchent leur identité, le débat sur cette affaire n'est pas près d'être clos.